Tout de suite, on donne la parole au professeur Raaf Nabil pour une intervention, une présentation intitulée Impact du mois de Ramadan sur les paramètres biochimiques. صباح الخير عليكم مرحبا بكم السيد الممثل الوزارة السيد مدير المدرسة je pense qu'il a bougé en tout cas merci على حسن الضيافة ديالكم honorable assistance chers amis chers collègues je me réjouis de la présence de mon maître professeur Makhlouf qui est biochimiste Qarrani et également il a un diplôme de nutrithérapie. Il pourra intervenir tout à l'heure dans le débat en donnant éventuellement quelques conseils sur la diététique le sportif. Pour ma part, avant de commencer, j'aimerais également remercier l'organisateur la demi-journée Hadi, donc la santé du sportif en général. J'aimerais donc remercier M. Abdelmalek Mohamed de m'avoir convié pour vous parler des aspects biochimiques. C'est-à-dire, je vais parler de la biochimie et de l'impact du ramadan sur les paramètres biochimiques chez le sportif. Je parlerai bien sûr dans un premier volet des aspects biochimiques à la santé de tout le monde et ensuite je me dirigerai particulièrement vers les modifications biochimiques que peut occasionner le jeûne du mois de Ramadan chez le sportif. Voilà un peu pour vous planter un peu le décor. Alors, comme vous le savez, le mois de Ramadan est un rite religieux, est un rite musulman. Il représente l'un des 5 piliers de l'islam. Il est bien sûr obligatoire à tout adulte en bonne santé. Bien sûr, vous avez malheureusement des gens qui sont malades et donc on ne peut pas obliger quelqu'un qui est malade à faire le jeûne. Donc heureusement qu'il y a une rahma par rapport à cela. Donc c'est le 9e mois, le calendrier lunaire, qui compte 354 jours, monsieur Boualem Sharaf l'a rappelé tout à l'heure. Donc nous avons 10 jours de moins par rapport au calendrier grégorien. La durée terreau peut être de 29 ou 30 jours. Il s'agit donc de s'abstenir de s'alimenter et de boire toute la journée, de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Alors la durée diallo, elle peut varier en fonction des régions géographiques, mais également des saisons. Si on prend l'exemple, donc ça peut être de 12 heures, comme ça peut être jusqu'à 21h, 22h. Si je prends un pays nordique, scandinave, et dans l'Islande, et bien là-bas, ça peut aller jusqu'à 22 heures. Je vous raconte une petite anecdote. J'étais chez ma mère qui habite au Danemark, c'est aussi la Scandinavie. Je suis parti chez elle en vacances, et j'étais surpris de la voir que quand nous sommes jusqu'à 22 heures, c'était la période de Ramadan, et j'étais jeune, mais je ne comprenais pas encore certaines choses. Et je la voyais pendant tout le Ramadan jusqu'à 22h, 22h15. Et le plus beau, c'est qu'elle avait pratiquement 4-5 heures. Et hop, c'était le suhoor. Et donc, c'était des journées assez longues. Je me rappelle, j'étais jeune, ça me rappelle cette anecdote. Je pense qu'il y a une fatwa, peut-être que le professeur Makhlouf nous le dira. Je pense que les pays scandinaves qui ont des extrêmes, je pense qu'ils doivent suivre la Mecque. C'est-à-dire qu'ils doivent suivre l'Arabie Saoudite. Je pense qu'il y a une fatwa, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. Voilà. Donc vous voyez que c'est assez disparate. Il y a des pays musulmans qui font moins, d'autres qui font beaucoup plus. Et en plus, cela dépend aussi des saisons. Alors, ces modifications, le Ramadan va apporter des modifications. Les modifications, ça va être les habitudes alimentaires. Ça va être aussi, on a parlé, M. Chalef, c'est aussi le temps de sommeil et aussi l'activité physique, puisqu'on va parler également des sportifs. Tous ces éléments vont apporter des modifications dans les paramètres biologiques. Et c'est ce que je vous propose de découvrir avec moi. Alors, il est intéressant de parler non pas de valeur normale. Les biochimistes, on ne parle plus de valeur ou de constante biologique.
on parle d'intervalle de référence. C'est important de le souligner. Il n'y a pas de valeur cible, il n'y a pas de valeur normale. Il y a des intervalles de référence. Et ces intervalles de référence, les économes pour chaque pays. C'est-à-dire, si on prend l'exemple de la vitamine D, si on s'amuse à faire un dosage de vitamine D pour tout le monde ici, je vous garantis que 95% seront au-dessous des normes, entre deux guillemets. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas les normes qu'on utilise quand on vous rend des résultats. Moi, je suis médecin biochimiste, pour la petite parenthèse, donc on rend des résultats qu'on valide. Quand on rend des résultats, on vous donne toujours un intervalle. Et bien, ces intervalles-là, le plus souvent, ce sont des intervalles européens. Donc, nous, on n'a pas le bouniat d'un Suédois, mais comme un Suédois, on n'a pas le degré d'ensoleillement de la Suède, donc on ne peut pas appliquer les normes internationales suédoises aux normes de l'Algérie. Et ça va être valable pour le cholestérol, vous allez voir. Le cholestérol, parce que c'est alimentaire, le cholestérol, nous ne mangeons pas comme à la Suède, donc forcément, les taux de cholestérol, le taux de vitamine D, tout ce qui a un rapport avec l'alimentation, ou là avec les répartitions, la géographie, ça ne sera pas les mêmes normes. Donc il faut être très prudent par rapport déjà aux normes du pays et par rapport aux normes internationales. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'études qui sont faites en Algérie par rapport aux normes. Parce que pour les normes, les les chefs de laboratoire, et ils font la même étude. Et là, malheureusement, il y a toujours des problèmes d'ego, il y a des problèmes, malheureusement, ils ne s'entendent pas tous, alors qu'on devrait tous faire, et aussi à Constantine, à Oran, à le Sud. Donc c'est vraiment difficile à réaliser des normes en Algérie, pour plusieurs raisons. Donc déjà, vous voyez que les normes ne doivent pas tenir compte, de la situation géographique. Alors, donc on ne peut pas avoir les mêmes normes en période de Ramadan. Parce qu'en période de Ramadan, il y a des modifications. Et les gens qui ont tenté d'élaborer des intervalles de référence Ramadan se sont heurtés à beaucoup de problèmes. C'est un grand défi. Pourquoi? Parce que cela dépend de l'âge, cela dépend du sexe, cela dépend de l'état général. Est-ce qu'il est malade ou là en bonne santé? Cela dépend des habitudes alimentaires terreau. Cela dépend de l'activité physique. Est-ce que c'est un sportif de haut niveau ou là un sportif amateur ou là pas du tout sportif? Il y a des gens qui sont sédentaires. Ensuite, les modifications biologiques, c'est en fonction des régions et des périodes de l'année. Et enfin, la méthodologie. Il en a parlé, monsieur Cheref Boualem. غني عن كل تعريف en tout cas. Eh bien, monsieur Cheref Boualem, eh bien, il en a parlé, il a dit que les études هادولين داروا تصيب واحد دارها في الصيف، الآخر تصيبها دارها en hiver. اللي دارها في الصيف ما عاودهاش en hiver parce qu'il faut comparer aussi. Donc c'est vraiment difficile de généraliser les études. Et d'ailleurs, je vais vous les présenter, je vais présenter quelques études et vous allez voir que les résultats ne sont pas tous dans le même sens. Il y a des résultats complètement contradictoires. Pourquoi? Parce qu'il y a des biais. Les biais, ils vous disent que vous devez, si vous voulez comparer certaines choses, il faut les faire dans les mêmes conditions. Si vous faites une étude safe et une autre étude en hiver pour le ramadan, ça ne sera pas forcément les mêmes résultats. Parce qu'en été, il y a des conditions extrêmes, qui met l'humidité, qui met également la température, qui vont forcément avoir plus d'impact sur les paramètres biologiques. Bien sûr, le jeûne apporte beaucoup de bénéfices, aussi bien sur le plan psychologique. Vous avez vu les sportifs, le témoignage d'Ahom, s'ils sont bien dans leur peau, c'est parce que, c'est un mot aussi, c'est parce qu'ils ne sont pas marginalisés. Toute la société est en train de jeûner, au Roumalala, donc quelque part, c'est vrai qu'ils se sentent un peu mal. Par contre, quand ils le font, ils font leur devoir, et en même temps, ils font leur passion, qui est le sport. Bien sûr, il y a sur l'appareil digestif, sur le cœur, sur les reins, le foie, il y a une diminution de la charge parce qu'ils travaillent beaucoup moins. Il y a également, regardez, vous avez une diminution de la charge de 25% pour le cœur. Donc le cœur se repose mieux Ramadan. Vous avez également des effets bénéfiques sur les réserves en glucides, les réserves en triglycérides. Donc ça nous permet de les utiliser.
il y a une amélioration de l'immunité et de l'inflammation. Mais attention à la déshydratation. Malheureusement, ce problème-là, il est contrebalancé par le risque de déshydratation. Et enfin, si un sportif, bien que ça existe, un sportif qui fume, ou là même des gens qui fument, ou là des gens qui ont des habitudes toxiques par rapport à l'alcool, par rapport au tabac, par rapport à la caféine, au café, eh bien ça permet un meilleur contrôle de ces toxiques-là. Et enfin, il y en a qui maigrissent, il y en a qui prennent du poids, parce que ils se vengent, c'est-à-dire ils se vengent. Des fois, il a dit M. Bouhlem Sharif, parce que quand nous saïmines, on passe par une boulangerie, une pâtisserie, ben on achète toutes les tartes à la fraise qu'on veut, et puis finalement, il y en a beaucoup qui ne mangent pas, et il y en a aussi beaucoup qui les mangent, parce que c'est une façon de se venger sur les 16 heures ou 14 heures de jeûne qu'on a eu. Donc il y en a qui maigrissent, certes, mais il y en a qui prennent du poids parce qu'il y a des erreurs diététiques. Peut-être que mon ami Mohamed va en parler tout à l'heure par rapport aux erreurs diététiques. Alors, ce qui se passe dans le corps, Ramadan, c'est qu'il y a un bouleversement des habitudes alimentaires, un bouleversement des habitudes du sommeil. Malheureusement, il y a en moyenne 1 heure de perte de sommeil Ramadan par rapport à d'habitude. Ce sont des études qui le disent, en moyenne, au minimum 1 heure. Bien sûr, il y a une modification du bilan énergétique et du purin, je viens de le rappeler. Mais sur le plan hormonal maintenant, un peu de biochimie, sur le plan hormonal, beaucoup d'hormones qui ont un rythme circadien. Ce qu'on appelle un rythme circadien, c'est qu'une hormone ou l'inverse, c'est le cas du cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone de la vigilance. Donc on en a besoin le matin, on doit être alerte le matin, et notre taux de cortisol est plus élevé le matin. D'ailleurs, quand vous devez faire le dosage, on vous demande d'arriver à 7 h du matin au labo. Ne venez pas à 9 h pour faire un bilan. À 9 h, c'est trop tard. Pour cela, c'est les infirmiers ta'lil qui vous piquent avant de partir d'Arham, récupérer, et piquent les malades qu'on a et qui font le cortisol. Parce qu'il doit être fait à 7 h du matin, et non pas après. Eh bien, ces hormones-là, pour les citer, vous avez la leptine, qui est une hormone anorexigène, vous avez la diponectine, une hormone, le tissu adipeux, vous avez le cortisol. Ces hormones-là, eh bien, sont très bouleversées, leur phase, il y a un retard de phase, et en plus, elles ont une faible amplitude. Pourquoi? À cause de ce bouleversement, l'habitude qu'on a de dormir, de veiller, et de se lever aussi pour le suhoor. Ben, ces hormones-là vont avoir des impacts sur certains paramètres, et notamment le glucose. Donc le cortisol, c'est une hormone hyperglycémiante. Étant donné les fluctuations TOHA, étant donné ce retard de phase, cette baisse d'amplitude du cortisol qu'on a fait Ramadan, eh bien ça va influer sur les... regardez la leptine, elle est plus élevée le matin, fait Ramadan, alors qu'elle n'a pas lieu d'être. Alors la glycémie, en général, là aussi, vous allez avoir un changement de rythme. D'habitude, elle n'est pas élevée à 2h30 du matin, eh ben, c'est le cas. Ensuite, elle diminue vers 17h, mais en moyenne, vers 17h30, pardon, c'est normal parce que c'est l'épuisement des réserves en fin de journée, mais en moyenne, notre glycémie, elle est en moyenne, par rapport aux autres mois de l'année, elle est plus faible, en termes de moyenne. Les lipides, il y a en général, là aussi, un changement qui est notoire, qui est prouvé, qui est vérifié, c'est qu'il y a un effet bénéfique pour le cœur, pour le système cardiovasculaire, pour les lipides, parce qu'il y a une augmentation d'HDL, c'est ce qu'on appelle le cholestérol non athérogène, ou si vous voulez, en termes de vulgarisation médicale, c'est le bon cholestérol. L'HDL, c'est le bon. Parfois, il y a des études, là c'est pour le LDL et le cholestérol total, il y a des résultats discutables, c'est-à-dire que selon les études, vous pouvez avoir une augmentation ou une diminution, mais globalement, il y a un effet bénéfique sur le système cardiovasculaire phénoménal. Le taux de protéines. Alors, le taux de protéines, en général, il y a une augmentation. Cette augmentation, elle est due beaucoup plus à la déshydratation. Quand on est déshydraté, vous avez certains paramètres qui m'a le protide, qui m'a l'urée, qui m'a l'hématocrite, ce sont des indices
de bonne hydratation, ben, en général, c'est bon tal'in, parce que il y a cette hémoconcentration due à la déshydratation, à un manque d'eau. Quand vous trouvez des taux de protides élevés, c'est un régime en général hyperprotidique, la nuit, qui a fait que ça augmente. Donc il y a des études où ça a montré une augmentation, mais c'est parce que le protocole de l'étude n'était pas le même. En général, quand on a une déshydratation, en général, on a un taux de protides qui augmente avec même l'urée et la créatinine. La créatinine, en général, elle augmente parce que vous avez moins d'eau pour les reins fonctionnent moins, donc c'est une sorte, je ne dis pas que c'est une insuffisance rénale fonctionnelle, mais on va dire que le rein fonctionne un peu moins, et donc le débit de filtration glomérulaire, c'est-à-dire le rein filtre moins, et donc vous allez avoir une créatinine qui s'accumule un peu plus dans le sang, parce que le rein fonctionne moins. Je vous ai dit que les organes fonctionnaient un peu moins fermement, c'est beaucoup plus vrai pour le rein, d'autant plus qu'il y a moins d'eau, parce que pour que le rein fonctionne, il lui faut de l'eau. Et enfin, la balance hydroélectrolytique. Donc, effectivement, cette balance est diminuée. Vous avez moins d'apport hydrique fait la journée, forcément. Même si vous en buvez le soir, ça ne se stocke pas. Ce n'est pas comme du glycogène ou du glucide. Donc, cette eau est utilisée et c'est pour ça que durant la journée, en général, c'est en manque. Alors, bien sûr, les effets du ramadan peuvent être résumés en deux gros effets. Vous avez des effets sur le sommeil, avec malheureusement 1 heure de moins en moyenne, mais ce n'est pas sans conséquence. Vous avez également sur le moral, puisque quand on dort moins, vous savez, le lendemain, on est beaucoup moins en forme. Et vous avez également des effets sur la privation alimentaire, mais également sur l'état d'hydratation. Pour ce qui est de l'état d'hydratation, vous pouvez vous-même, ou même le sportif, le constater sur le colorimètre des urines. C'est que dès que vous allez émettre des urines, vous allez savoir est-ce que vous êtes bien hydraté ou là, malheureusement, moins hydraté. J'attire votre attention que 2% seulement de déshydratation, seulement 2%, provoque beaucoup d'effets sur l'organisme. Alors, des effets cognitifs en général, tels que la mémoire, prise de décision, l'attention, la vigilance, la concentration. Vous voyez que même pour un sportif, vous avez besoin de tout ça. Un sportif a besoin de tout ça. Quand on, je ne sais pas, un sprinter, quand on donne le top départ avec le, je ne sais pas comment ça s'appelle, avec le pistolet, starter. Voilà, le starter, et bien s'il n'est pas concentré, il fera un mauvais départ par rapport aux autres, ou là au contraire, il va peut-être avoir un faux départ. Donc c'est pour vous dire qu'on a besoin de toute notre concentration, notre attention, et aussi le système immunitaire par rapport à la déshydratation. Alors, sur le plan biochimique dans le cas, l'état de jeûne, il y a 3 phases. Il y a la première phase, il y a les fiha Ramadan. La deuxième phase, ça va de 24 heures à 5 jours de jeûne. La troisième phase, fiha plus de 5 jours, ça s'appelle le jeûne prolongé. Ce sont des définitions. Donc, de 12 à 36 heures, c'est la phase 1. En général, Ramadan, il nous prend la moitié à la phase 1. Puisque là, on peut aller jusqu'à une moyenne de 16 heures, tassiem en général. Alors, quels sont les moyens de défense contre ce jeûne? Eh bien, nous avons d'abord la glycogénolyse hépatique. Vous savez que nous stockons du glycogène surtout au niveau des muscles, également au niveau du foie. Mais le muscle, c'est pour sa propre consommation, c'est un organe égoïste. Par contre, pour le foie, c'est un organe altruiste, il met de l'okhrin. Ce que nous stockons pour le foie, ça va servir aux autres. Par contre, le muscle, c'est pour lui. Parce qu'il n'a pas l'enzyme qui s'appelle la glucose 6-phosphatase. Ou l'enzyme, elle n'existe pas dans le muscle pour qu'il ait son autonomie. Par contre, l'enzyme, qu'elle existe dans le foie pour qu'on libère du glucose dans le sang. C'est comme ça qu'on arrive à couvrir pendant toute la durée tassième une glycémie stable, même si elle est baisse. Elle est plutôt basse en moyenne, mais elle reste quand même, elle se maintient quand même dans la journée. Donc cette glycogénolyse hépatique, c'est le premier mécanisme qui va nous permettre de toute la journée pour tenir avec. En général, ça tient 12 heures, 14 heures. Et donc ça va bien avec Siam qui en général peut durer jusqu'à 16 heures.
Donc cette glycogénolyse hépatique va permettre de maintenir la glycémie constante. Ensuite, la deuxième phase, c'est la néoglucogénèse. Maintenant, si on n'a pas beaucoup de réserves hépatiques et musculaires, notamment chez le sportif de haut niveau, eh ben, on va déjà commencer à toucher à la néoglucogénèse. Et cette néoglucogénèse, M. Boualem Chaef l'a rappelé tout à l'heure, c'est déjà par rapport aux acides aminés, aux lactates, notamment chez les sportifs, mais également aux glycérols, donc les lipides. Qui dit glycérol dit lipides. Parce que les triglycérides feront un squelette, le glycérol, avec 3 acides gras. Ça, c'est la structure des triglycérides, où les triglycérides, ce sont les réserves lipidiques tawana. Dans le tissu adipeux, il y en a également autour du muscle. Donc, si on n'a pas assez de réserves en glycogène, elles sont épuisées avant l'heure, on va commencer déjà à toucher à la néoglucogénèse. La définition de ta'rif taha, c'est la synthèse de sucre à partir d'éléments non glucidiques. C'est-à-dire à partir des pyruvats lactates, ou là à partir des acides aminés. 45% c'est acides aminés, 30% c'est les lactates et 25% c'est le glycérol. Voilà en termes de proportion la transformation des produits, les substrats de la néoglucogénèse. La néoglucogénèse, c'est le foie pour le donner aux autres, et au niveau du muscle, c'est pour les propres utilisations d'elle. Dans la phase 2, nous pouvons également utiliser la lipolyse. La lipolyse, c'est la dégradation des acides gras, et ça donne beaucoup d'énergie. Je vous rappelle au passage que une molécule de glucose qui est brûlée, ça donne 38 ATP. Par contre, une molécule de gras qui est brûlée, ça donne 45 ATP. Donc c'est pour vous dire que les lipides nous donnent plus d'énergie que les glucides. Seulement, il y a une condition, c'est que malheureusement, c'est la deuxième, en termes de priorité, c'est la deuxième source d'énergie. La première, c'est les glucides. La deuxième, c'est les lipides, même si les lipides nous donnent plus d'énergie que les glucides. Et enfin, la phase 3. La phase 3, en général, c'est des jeûnes prolongés. Ça peut être, par exemple, je ne sais pas, par exemple, une grève de la faim. Ça peut être, voilà, absolument. Ou là, le gène cétogène. Le gène cétogène, absolument. Donc là, vous allez déclencher la cétogénèse. Ce sont des corps cétoniques. Les corps cétoniques, il y en a 3. Zouj minhum sont utilisés à des fins énergétiques. Qui utilise les corps cétoniques? C'est surtout le cerveau, mais même le muscle peut les utiliser également, et également le muscle cardiaque. Donc préférentiellement, le cerveau utilise les corps cétoniques à des fins énergétiques. Les corps cétoniques proviennent de la dégradation des lipides. Quand vous voulez dégrader les lipides, l'extrême dégradation des lipides donne les corps cétoniques. Je vous donne une pathologie où on utilise beaucoup les corps cétoniques, c'est le diabète. Comme vous le savez, le diabète, malheureusement, il n'utilise pas le glucose TRO. La preuve, il s'accumule, c'est l'hyperglycémie chronique dans le sang. Eh bien, il y a un subterfuge, c'est qu'il y a une dégradation massive des lipides chez le diabétique, et il va se retrouver avec un excès de corps cétonique. C'est pour ça que vous avez des comas chez les diabétiques, les comas acidocétosiques. Parce que les corps cétoniques sont acides. Ils me donnent et donc, cette acidose sanguine n'est pas bon pour l'organisme, et c'est pour ça que vous allez avoir des acidoses chez les diabétiques. Donc voilà, biochimiquement, ça peut être un peu rébarbatif pour vous, mais je vais essayer de simplifier. Durant la première et la deuxième phase, voilà ce qui se passe, c'est que dès que la glycémie baisse, forcément, elle va entraîner une baisse de l'insuline. Cette baisse de l'insuline, en réaction, bien sûr, à la baisse de la glycémie, vous allez avoir augmentation des hormones hyperglycémiques, c'est-à-dire l'insuline. L'insuline, l'adrénaline, noradrénaline, l'AGH, l'IGF-1, c'est-à-dire les hormones de croissance, ils vont stimuler d'abord la glycogénolyse hépatique, parce que c'est le phénomène le plus rapide, le glucose. Mais il faut penser à tout à l'heure après. C'est-à-dire il y a les effets rapides, rapidement la glycémie, mais après il faut maintenir cette glycémie, et pour cela, la baisse dans le rapport insuline sur glucagon va signaler à l'organisme qu'on est vraiment en état de jeûne. Et là,
il va y avoir une augmentation des acides aminés, une lipolyse, les acides gras, et ces deux, ce sont des substrats de la néoglucogénèse qui se préparent. Donc vous allez en première phase, glycogénolyse hépatique rapide, grâce à l'adrénaline glucagon. On bat la GH, d'autres hormones, le cortisol, ils vont nous donner des acides aminés qui vont se libérer, et la lipolyse va nous donner des acides gras, ou ça va alimenter notre néoglucogénèse, c'est la deuxième phase, le jeûne. Alors, je vous présente quelques études rapidement qui ont été menées sur l'impact, le ramadan, sur les modifications biochimiques qui peuvent opérer. Et après, dans un deuxième temps, les études le sportif, mais dans les mêmes conditions, c'est-à-dire l'impact de Ramadan chez le sportif et l'impact de Ramadan chez monsieur tout le monde. Là, nous avons des étudiants en médecine iraniens qui ont participé à cette étude, dans laquelle il y a eu donc mesure de l'IMC, donc durant, avant et après Ramadan, donc mesure de l'IMC. L'IMC, c'est l'indice de masse corporelle, donc c'est le poids, et également du bilan lipidique et de la glycémie. Alors la conclusion, parce qu'on ne peut pas faire toutes les études, on est obligé de donner les conclusions, les résumés. Une diminution de la glycémie et du poids a été observée, une augmentation du LDL et une nette diminution des HDL, qui a un effet bénéfique, puisque, comme vous le savez, le HDL est le bon cholestérol. Une autre étude tunisienne qui a été menée maintenant chez des personnes obèses. Alors, deux catégories de personnes, des obèses, mais qui n'ont pas participé à un entraînement, et deuxième groupe, des obèses qui se sont entraînés, un entraînement combiné, force plus endurance. Ils ont été appelés groupe ENT entraînement. Les résultats, regardez, c'est assez parlant, une nette diminution, donc significative, de la matière grasse, de la glycémie, du cholestérol total et des triglycérides. Par contre, aucune différence significative n'a été observée pour la masse corporelle, pour l'HDL et pour le LDL. Donc globalement, il y a quand même, chez l'obèse, pas chez le sujet normal, parce qu'il faut différencier, quand même il y a eu des effets bénéfiques du jeûne sur la santé métabolique de ces personnes-là. Une autre étude, celle-ci elle est turque. Là nous avons deux groupes de femmes, ce sont des femmes enceintes. Un groupe de femmes enceintes a jeûné, et Ramadan bien sûr, et un autre groupe n'a pas jeûné. Et donc il y a eu mesure du cortisol maternel. On a vérifié si le développement fœtal se déroulait bien chez les deux, mais également le bilan lipidique. Alors les résultats sont consignés ici. Aucun effet indésirable du ramadan n'a été observé sur le développement intra-utérin du fœtus, c'est-à-dire qu'une femme enceinte il n'y a pas d'impact négatif à le bébé d'Yalha. Ok? Heureusement d'ailleurs. Sinon, par rapport à la biochimie, donc vous avez des niveaux de cortisol qui sont significativement plus élevés chez les femmes qui ont jeûné. Au retour, comme il y a cette fluctuation, le taux de cortisol, il y a un déphasage, donc ça s'explique. Et par contre, aucune augmentation sur le cholestérol total et sur les triglycérides. Par contre, augmentation de ces deux paramètres-là par rapport au groupe témoin. Voilà. Et le rapport LDL sur HDL s'est amélioré, donc c'est au contraire un effet bénéfique sur les femmes enceintes par rapport au rapport LDL sur HDL. Une autre étude marocaine, celle-là. Donc là, l'originalité de l'étude marocaine, c'est qu'ils ont pris les paramètres biochimiques ou d'ailleurs 3 fois dans la même journée. C'est-à-dire que Hadia, 3 fois dans la même journée, mais durant tout Ramadan. Et donc, le but, c'était voir la fluctuation, le paramètre, durant la journée, mais également durant Ramadan. Alors, pour la conclusion, il y a augmentation du cholestérol HDL. Pratiquement beaucoup d'études ont ciblé le bilan lipidique. Parce que vous savez pourquoi. Quand on jeûne, les effets, ça se voit beaucoup plus
sur des paramètres qui ont un rapport à l'alimentation, okay, tels que le bilan lipidique, le bilan glucidique. Donc la plupart des études mentionneront kamel le bilan lipidique et glucidique. Et vous avez cette diminution, j'allais dire classique, de la glycémie durant le mois. Alors, si on rentre un peu dans le détail, à la loupe, nous allons voir que la glycémie diminue au cours de la journée. Nous allons voir que le cholestérolémie pratiquement est resté constant durant la journée. En général, le cholestérol n'est pas un paramètre qui bouge durant la journée. S'il bouge, en général, il bouge entre 1 semaine à 3 semaines. C'est-à-dire que nous, quand on fait un bilan lipidique, pour un malade, on lui fait aujourd'hui, on ne va pas lui dire de revenir demain pour refaire le même dosage. On trouvera strictement la même chose. Par contre, la glycémie, oui. La glycémie, elle fluctue la même journée. Mais le cholestérol, en général, la fluctuation, c'est à partir d'une semaine. Au minimum, 1 semaine. Entre 1 semaine et 2 semaines. Comment? Oui, tu peux intervenir, Mohamed, si tu veux. D'accord. Je disais que le cholestérol n'est pas influencé par le jeûne. Absolument, absolument. Il est important aussi de signaler Hadja. C'est que quand on veut faire une étude sur le jeûne, ce n'est parce que vous savez, quand on demande un bilan quand on demande un bilan à quelqu'un, en général, il vient toujours saïm. Donc c'est un jeûne de 8 à 12 heures. Par exemple, pour le bilan lipidique, il faut être à jeûne pendant 12 heures. Pour la glycémie, la glycémie, c'est minimum 8 heures. Donc, j'allais dire, le jeûne, pour que les études prennent un sens, il faudrait que ça se fasse sur 1 mois, et il faudrait au minimum dépasser les 12 heures. Sinon, on est dans les conditions, tu as quelqu'un qui vient au labo faire un bilan. Vous voyez, vous avez compris que c'est important de souligner que quand on fait une étude sur le ramadan, il faudrait que ça soit supérieur à 12 heures. Parce que si c'est moins de 12 heures, nous sommes dans les conditions, tu as quelqu'un qui vient au labo, à dire un bilan. Voilà, exactement. Alors, la créatinine, donc qui diminue, ça je voulais expliquer par rapport au rein, par rapport à l'état d'hydratation. L'urée n'a subi aucun changement significatif. Le taux de protéines a augmenté, et ça aussi c'est dû à l'hémoconcentration. Une autre étude, je pense pakistanaise ou la iranienne, je ne sais pas, iranienne plutôt, de 2012. Pakistanaise. Mais ils ont mis en Iran, c'est la revue qui est pakistanaise. La revue est pakistanaise, mais l'étude est iranienne. Eh bien, là aussi, avant Ramadan et 1 mois après Ramadan. Donc vous avez vu que je vous ai donné 4 études, mais les protocoles sont complètement différents. C'est pour ça qu'on ne peut pas généraliser. Parce que pour généraliser, il faudrait que ça soit la même étude pour tout le monde. Le même protocole en tout cas, la même méthodologie. Là, regardez, il a pris 1 mois après Ramadan et il a fait les analyses pour voir est-ce que l'effet de Ramadan se continue même après Ramadan. Eh bien, malgré tout, il y a des effets. Il y a des effets sur le bilan lipidique qui s'améliore, donc le taux d'HDL notamment, qui s'améliore, même après Ramadan, même après 1 mois après Ramadan. Une dernière étude, avant de parler un peu du sportif, c'est une étude égyptienne, mais cette fois-ci, elle a été réalisée chez les diabétiques. Et les diabétiques, ils ont le droit de jeûner, à condition qu'il n'y ait pas de complications, qu'ils ne soient pas déséquilibrés. Eh bien, justement, le jeûne du ramadan chez les diabétiques a apporté beaucoup de bénéfices sur la tension artérielle, sur le poids, sur l'indice OMA. Vous savez qu'on en parle beaucoup, l'indice OMA dans le cas. C'est un indice qui mesure l'insulinorésistance, ou l'insulinorésistance hadia, à peu près de 15 ans le prédiabète. Donc ça vous permet déjà de vous projeter sur l'avenir. Si vous avez un indice OMA élevé, méfiez-vous, vous risquez sérieusement de faire un diabète. Donc bien à l'avance, on le sait maintenant, grâce à l'indice OMA, c'est le dosage de l'insulinémie à la glycémie. Ce sont les 2 paramètres, donc c'est très simple à réaliser. Eh bien, amélioration du OMA, amélioration du taux de lipides, amélioration de la tension artérielle. Donc il y a beaucoup d'effets bénéfiques, à condition seulement de bien prendre ses médicaments et de bien contrôler sa glycémie. Deuxième volet, tu as l'intervention d'Yali, maintenant c'est le sportif un peu. Eh bien,
beaucoup de compétitions coïncident, et vous l'avez vu avec nos jeunes champions, coïncident malheureusement avec Ramadan. Ce qui a poussé beaucoup d'auteurs, enfin beaucoup de scientifiques, à faire justement des études sur l'impact de Ramadan et la santé du sportif. Les résultats, en général, vous allez voir, n'ont pas montré beaucoup de différences entre la biologie du sportif à jeun ou la biologie du sportif non à jeun. Il n'y a pas de grand bouleversement, à part, bien sûr, Ramadan, et aussi un peu de performance sportive. Ils l'ont dit d'ailleurs, les athlètes de haut niveau souffrent un peu Ramadan par rapport aux athlètes, on va dire, eh bien, le but des études qui ont été menées chez les sportifs, ce n'était pas de les blâmer, de leur dire non, non, regardez, à cause de Ramadan, ce que vous perdez. C'est pas le but. Le but, c'est écrit en jaune, c'est de les accompagner. C'est-à-dire que lui, le sportif, il a le droit de jeûner. Il a un scientifique qui m'a dit tout à l'heure, un psychologue, la dame tout à l'heure, ou l'entraîneur, s'il dispose de certains aspects, j'allais dire, médicaux, il peut justement l'accompagner ou adapter les entraînements, adapter les phases de récupération par rapport à Ramadan. Donc le but, ce n'est pas de les stigmatiser, mais le but, c'est de connaître la physiologie de le sportif qui jeûne pour mieux l'adapter à la situation de Ramadan. Parce que Ramadan, ils ont des entraînements, ils ont également des compétitions. Un petit rappel, juste pour le sportif, le muscle Tao, il va stocker les 3/4 du glycogène dans le corps. Le muscle stocke les 3/4 du glycogène. Mais le muscle n'utilise pas que le glucide. Il peut utiliser les corps cétoniques et il peut utiliser les acides aminés. T'as les muscles. Malheureusement, quand on en arrive à là, c'est que c'est un peu difficile parce que c'est la protéolyse musculaire. C'est-à-dire, c'est la sarcopénie. Okay. Et vous avez également les acides gras qui entourent en général le muscle. Tout ça permet une certaine autonomie au muscle par rapport à l'utilisation de l'énergie. Alors il y a 4 situations. Il y a un muscle au repos, il y a un muscle qui travaille, il y a un muscle qui est nourri, c'est-à-dire on est en plein postprandial, on vient de manger, et il y a un muscle qui jeûne, c'est-à-dire qu'on est en situation de jeûne. Alors, en période postprandiale, c'est-à-dire on est en train de manger, eh bien, le muscle il va puiser du glucose alimentaire. En période de repos, pour épargner les glucides, eh bien, le muscle va utiliser beaucoup des acides gras comme source d'énergie. Lors d'un exercice intense, mais à courte durée, eh bien, il n'utilise que le glucose, parce que là, il va donner de l'ATP très rapidement, et notamment, vous le savez, quand on court, on passe en glycolyse anaérobie. C'est-à-dire que quand on court, on a un manque d'oxygène. Vous savez que les gens, ils s'essoufflent quand ils courent, donc c'est intense. Là, on n'a pas le temps de passer au cycle de Krebs, à la chaîne respiratoire, pour avoir les 38 ATP. Là, on va avoir un bilan énergétique de 4 ATP, mais qui seront continuellement, si vous voulez, recyclés, parce que nous passons vers le lactate. Et en plus, la deuxième bonne nouvelle, c'est que le lactate, chez le sportif, il est retransformé en glucose, dans ce qu'on appelle le cycle de Cori. Le cycle de Cori, il vous recycle le taux de lactate en glucose. Et donc, vous allez avoir un circuit fermé où l'effort il est alimenté en ATP en continu grâce à ces deux, glycolyse anaérobie et le cycle de Cori. Et enfin, la dernière situation, c'est quand on jeûne, voilà. Alors, lors du jeûne, le muscle va utiliser et les corps cétoniques et les acides aminés pour épargner au maximum le glucose. Et en général, c'est la néoglucogénèse, je l'ai redonné tout à l'heure. Alors, donc le glucose, stockage, voilà les substrats qu'utilise le muscle. Donc le glucose, beaucoup plus dans le muscle que dans le foie. Les réserves énergétiques sont malheureusement limitées, c'est-à-dire le stockage est limité. Pour les acides gras,
le stockage est illimité, c'est-à-dire que nous disposons d'une réserve énergétique quasi illimitée pour les lipides. Et ils sont en général stockés dans le foie ou même dans le tissu adipeux surtout, sous forme de triglycérides. Les acides aminés, on les retrouve dans les protéines musculaires, ils ne constituent pas une réserve énergétique. Les acides aminés, c'est pour la contraction, c'est pour la structure du muscle. Si on en arrive à utiliser les acides aminés, c'est qu'en général, c'est un jeûne prolongé avec protéolyse musculaire ou sarcopénie. Alors, l'activité, comme vous le savez, l'activité est une santé. Je ne sais pas, Madame Bimouni, je ne sais pas si elle est là. Elle a dit Riyada hiya siha. Donc, mortalité, il y a une réduction de la mortalité et du risque cardiovasculaire de 30% quand on fait du sport. On a une réduction du risque de cancer de 40%, c'est prouvé par beaucoup d'études. On a une meilleure mobilisation des graisses, et donc on a cet effet bénéfique sur le poids. On a une prévention du diabète de 60%, parce que nous brûlons des calories. Et bien sûr, les effets sur l'immunité ont été prouvés. Le sport améliore l'immunité chez le sportif, entre autres. Alors, 3-4 études pour illustrer ce qu'on vient de dire, et j'en aurai bientôt fini. Donc nous avons là une étude, il me semble, ce sont des bougiotes, ce sont de l'université de Bjaya, qui ont compilé à peu près 7 études. Les 7 études Hadou ont pris, ils ont mesuré ils ont fait des paramètres anthropométriques, l'IMC, ils ont parlé également de l'immunité chez le sportif, hein. C'est une étude chez le sportif, chez les footballeurs je pense, et également des paramètres biochimiques. Donc voilà les résultats, les 7 études, c'est compilé, c'est une revue systématique qui est faite donc par je pense des biophysiciens et des biochimistes à Bjaya. Donc vous avez des effets les mêmes que l'on constate chez la population générale sur le bilan lipidique, à savoir une amélioration des HDL et une augmentation quand même du cholestérol, parce que vous savez que le cholestérol, quand les HDL augmentent, ça peut être aussi une augmentation, peuvent augmenter également légèrement le cholestérol, ça peut être peut-être une explication. En tout cas, il y a une modification dans le bilan lipidique et globalement c'est bénéfique. Ensuite, il y a cette créatine kinase, c'est une enzyme musculaire. Vous savez que le sportif en général, avec les tendinites, avec les dommages musculaires, il peut y avoir quelques petites déchirures microscopiques. Donc vous pouvez le constater en dosant cette enzyme qui s'appelle les CPK, créatine phosphokinase. Vous avez également sur le stress oxydatif et pour l'inflammation, il n'y a pas eu d'effet. Par contre, je vais vous présenter une autre étude où il y a des effets sur l'inflammation et sur le stress oxydatif. Des effets bénéfiques. Hein. Donc vous voyez que les études sont un peu disparates. Hein. Les conclusions des études sont un peu disparates. Bien sûr, le body weight, c'est-à-dire vous avez une baisse du poids, Firdan. Vous avez plus de fatigue avec plus de dommages musculaires, probablement liés à la déshydratation. Donc voilà globalement un peu les effets de cette étude. Vous avez une autre étude, celle-là, elle est spécialement dédiée à l'immunologie, c'est-à-dire aux marqueurs de l'immunologie. Alors, elle a été faite et chez les sportifs, et chez les personnes malades, et chez les personnes saines. Alors, globalement, le ramadan n'influence que légèrement le système immunitaire, et les altérations sont transitoires. Et en général, après Ramadan, elles reviennent au statut basal, c'est-à-dire pré-Ramadan. Alors, elle a été faite sur la grossesse, sur les asthmatiques, sur les cardiaques, sur les schizophrènes. Mais ce qui nous intéresse là, c'est les athlètes. Donc, les athlètes à jeun qui maintiennent un programme d'entraînement intensif a montré des fluctuations dans les marqueurs immunologiques. Les voici ces fluctuations. Vous avez un meilleur contrôle dans le stress oxydant. Vous avez une baisse de l'inflammation. Vous avez une augmentation des activités macrophagiques, donc ça veut dire que le système immunitaire il est beaucoup plus alerte. Donc il y a des effets quand même bénéfiques
pour l'athlète, à condition, encore une fois, d'éviter cette déshydratation qui est dommageable, même sur le plan des blessures musculaires ou sur les tendinopathies et j'en passe. Alors, une avant-dernière étude constantinoise qui a été menée chez des footballeurs et qui a mesuré essentiellement le taux de lipides et le taux de lactate. Et vous avez vu que les lactates diminuent parce que justement, ils sont reconvertis en glucose. Donc le taux de lactate est diminué même après l'effort, même au repos, parce que nous avons cette néoglucogénèse qui va, à partir des triglycérides également, regardez, vous avez une baisse de triglycérides, parce que vous avez cette néoglucogénèse qui s'enclenche et qui va permettre, avec le taux de lactate, de fournir en glucose le muscle pour son autonomie. Une étude à notre ami c'est Abdelmalek, qui a été menée en 2007, je pense, conjointement avec sa sœur, et qui nous rappelle, il a fait beaucoup de paramètres biochimiques, il a fait également des paramètres anthropométriques, et dans laquelle il nous dit que globalement, le ramadan a très peu influencé, ça rejoint les autres études, en général il n'y a pas une grande différence, parce que vous avez aussi un mois seulement, donc influence faiblement les composants biochimiques. Ensuite, il y a un déséquilibre énergétique, parce que, il y a un déséquilibre énergétique au dépend des glucides, des lipides, parce que justement les lipides sont utilisés préférentiellement, ça a pour avantage d'épargner les glucides. Et donc il nous dit en conclusion, M. Abdelmalek, que les jeunes footballeurs pourraient s'entraîner régulièrement courant Ramadan, à condition donc de respecter certaines règles diététiques et également du sommeil. Ensuite, là où je trouve intéressant, M. Abdelmalek, là où je trouve très intéressant, c'est quand il parle de formules, de FNS et de vitamines. C'est vraiment important, les micronutriments, les oligo-éléments chez les sportifs. C'est pas les minéraux, on parle pas de sodium, pas les électrolytes, on parle d'oligo-éléments. Ce sont des éléments traces, sélénium, le cuivre, le manganèse, pardon. Donc c'est important, les micronutriments, les vitamines aussi, mais également la formule. Chez les sportifs, nous avons parfois des anémies carentielles. Si vous avez un taux d'hémoglobine, si vous avez un taux d'hémoglobine qui est diminué, le sportif il est anémié, n'allez pas lui demander des performances. Donc c'est pour ça que la FNS, elle doit toujours faire partie du bilan chez le sportif, pour détecter s'il n'y a pas une anémie. Peut-être qu'il est en train de s'alimenter, mais de la mauvaise manière. Donc c'est très important d'avoir souligné que le taux de FNS et même le taux de vitamines, si on veut faire un check-up chez les sportifs, on doit détecter les carences pour avoir justement une meilleure performance sportive, pour de meilleures performances sportives. Voilà, je vais bientôt conclure. Alors l'impact du jeûne, donc voilà en quelque sorte les modifications observées chez Ramadan. On a cette baisse de la glycémie, cette baisse d'insulinorésistance. Vous avez également un profil lipidique qui est beaucoup meilleur, avec un IMC également. Ça semble évident. La plupart des études, c'est ce qu'ils ont rapporté. Après le reste, c'est discutable d'une étude à une autre, parce que les méthodologies ne sont pas les mêmes. Vous avez absence d'effet négatif du jeûne sur les diabétiques de type 2 et même de type 1. Ils peuvent jeûner, il n'y a pas de problème, sauf s'ils ont un diabète très ancien et qu'ils ont des comorbidités, qui ont la tension ou le cœur ou là. Il y a également augmentation des enzymes, le foie, parce que quand vous touchez à la lipolyse c'est la dégradation des acides gras et ça se déroule en général le foie. Donc forcément le foie il est éméché, vous allez avoir des enzymes le foie qui seront élevés, mais ça ne veut pas dire qu'il y a une hépatite. Vous avez également des perturbations, ça c'est connu, du sommeil. Et si le sommeil est touché, le cortisol sera touché. Et si le cortisol est touché, les fluctuations de la glycémie également, parce que ce sont des hormones qui sont interreliées. Et pour le reste, la thyroïde, la CTH, la surrénale, en général, il n'y a pas de perturbation majeure. Voilà. Alors, le jeûne du mois de Ramadan s'accompagne donc de changements chronobiologiques, c'est un peu le mot-clé, et comportementaux.
Plusieurs études ont montré que les effets Siyam ta Ramadan sur les paramètres biologiques étaient très variables d'une étude à une autre. Pourquoi? Parce que les études sont hétérogènes et ils ne respectent pas le même protocole, n'ont pas la même méthodologie. L'interprétation des résultats donc doit être très prudente et elle doit être individualisée. Enfin, toujours comparer les résultats, le sportif hada, ma'a diaoulou avant Ramadan ou là antérieur. Nous, les biochimistes, on interprète toujours un résultat d'aujourd'hui en fonction des antériorités du malade. Les études chez les athlètes, par contre, alors, qui continuent leur entraînement ou leur compétition pendant le Ramadan, n'a pas mis en évidence de changements majeurs. Fait les bilans Taouhan. Toutefois, même des changements minimes, ça peut être parfois interprété comme un stress physiologique. Ça peut être un indicateur. Même quand c'est minime, ça peut être quand même interprétable. Les modifications du rythme biologique, l'absence d'hydratation, l'épuisement des réserves, l'hypoglycémie qui en résulte, la mauvaise récupération sont les principaux facteurs susceptibles de réduire la performance sportive durant Ramadan. Enfin, les modifications sont souvent bien supportées par les adultes, mais si les circonstances extérieures, c'est-à-dire que si on est en plein mois d'août avec justement problème de température et d'humidité, eh bien là, quand les conditions sont extrêmes, là vous allez avoir forcément un impact avec un risque pour la santé physique le sportif. Alors, je terminerai là-dessus, c'est important. Je pense qu'il y a ici des entraîneurs, je pense que ça les interpelle. Parfois, quand on a un sport de haut niveau, quand on a de l'excellence chez nos sportifs, parfois les concurrents, ça se joue à des détails. C'est-à-dire que souvent les compétitions se gagnent avec des marges très infimes. Et c'est là où peut-être nos sportifs jeûneurs ont un peu de retard par rapport à ceux qui ne le sont pas. Voilà. Et je vous remercie. Merci. Ramadan Karim. Merci, professeur Nabil. Merci. Pour cet éclairage.